préciser. Donc, ce webinaire est enregistré. On vous demandera aussi pour les participants qui n'ont pas eu le temps de s'enregistrer, de s'inscrire sur le lien qui est expédié à cet effet, de préciser votre nom, prénom, la structure et votre adresse mail dans le chat prévu à cet effet. Et puis, on vous enverra du coup à ce moment-là, en fin de webinaire, le PowerPoint, le support présenté, le compte rendu des échanges, et puis les 2-3 supports outils pratiques qu'on va vous présenter. C'est un webinaire qu'on... Alors, excusez-moi, je vais essayer de quitter l'émission en même temps. Barbara, on t'entend un peu loin. Et, ouais. Oui, merci de préciser. Est-ce que c'est mieux? Super. Alors, c'est un webinaire qu'on a prévu à cette période-là de l'année, vraiment en prévention des tensions estivales hospitalières et concernant aussi le domicile. Donc, vraiment pour vous, acteurs de la ville, on l'a réfléchi à 3 structures, donc le DAC Provence Santé Coordination, représenté aujourd'hui donc par Roselyne Guidetti, chargée de partenariat, Isabelle Hubert, qui est pilote projet sur le 04. On a aussi Madame la directrice, Madame Caroline Guillard, et puis donc moi-même, Barbara Delarelle, pilote projet sur le Pays d'Arles. En collaboration donc avec Carole Joseph du DAC 13 Sud, et puis le Pôle Info Senior Durance-Alpi, où j'excuse Paul Maurias, le responsable du Pôle Info, avec lequel donc on a aussi réfléchi ce temps d'information. Et le Pôle Info Senior Durance-Alpi est aussi porté par Provence Santé Coordination, mais on vous l'expliquera, une partie que vous expliquera Roselyne. Voilà, donc il s'agit bien d'un webinaire d'information sur le dispositif HTU, l'hébergement temporaire d'urgence. Je vais commencer à vous présenter peut-être le support, ce sera plus simple pour tout le monde. Suivre. Voilà, est-ce que oui, tout le monde voit bien? Alors, donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je le disais, c'est vraiment ciblé aujourd'hui pour les professionnels et les acteurs de ville, de façon à ce que vous puissiez prendre connaissance de ce dispositif et de vous l'approprier, de façon à repérer à domicile des situations qui peuvent entrer dans ce cadre-là, et que vous puissiez orienter à bon escient et puis mettre en œuvre ce dispositif qui est donc porté par l'ARS, qui est financé par l'ARS PACA. Si parmi vous, il y a des professionnels d'établissements de santé, vous pouvez bien évidemment suivre aussi les échanges et la présentation, mais sachez que les process qu'on va vous présenter sont vraiment spécifiques aux acteurs de la ville. Donc, si vous avez d'autres questions qui précisent plutôt nos articulations DAC par rapport aux établissements de santé, n'hésitez pas à revenir vers nous suite au webinaire ou éventuellement échanger sur le chat avec des questions sur les chats. N'hésitez pas. Alors, on vous propose donc pour une première partie un rappel de nos missions, des dispositifs d'appui à la coordination. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet sur le dispositif HTU avec les grands principes du dispositif, faire une distinction rapide sur les critères pour différencier bien l'hébergement temporaire de l'hébergement temporaire d'urgence, voir dans quelle mesure on va pouvoir aussi, nous, DAC, vous appuyer dans ce dispositif-là. Et puis, on vous donnera à voir des outils pratiques tels que le dossier d'admission, une affiche mémo aussi que vous allez pouvoir utiliser derrière, et quelques éléments d'information sur le bilan régional qu'a pu faire sur le premier trimestre l'ARS PACA. Et on finira donc par un temps d'échange comme je le précisais. Peut-être préciser aussi qu'en toute fin de présentation, on mettra dans le chat un lien vers un questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Si vous pouvez prendre un petit temps avant de vous déconnecter pour y répondre en cliquant sur le lien.
afin que nous, on puisse recueillir vos attentes suite à ce webinaire. Merci. Alors, je vais te donner la parole justement. Tu vas pouvoir garder la parole, Roselyne, pour présenter l'émission du DAC. Alors, un rappel très, très rapide et succinct. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est important qu'on y passe quand même par là. Donc, pour rappel, les DAC ont émergé depuis le début de l'année. Tout PACA est entièrement maillé maintenant de DAC. Il y en a 9 sur notre territoire qui vont donc s'investir sur des missions qui sont la continuité de missions de structures qui les composent aujourd'hui. Donc, nos missions relèvent, on va dire, vont dans deux sens. Le premier, c'est l'appui au parcours de santé individuel complexe. Et le second axe est la coordination territoriale et l'appui aux pratiques professionnelles. Donc, dans la première mission, appui au parcours de santé individuel complexe, notre rôle est d'informer et d'orienter sur les ressources du territoire et d'accompagner et suivre des situations complexes de santé individuelle. Peut-être pour rappel, et j'aurais dû commencer par là, les DAC sont un dispositif d'appui aux professionnels avant tout, même si forcément dans le cadre de notre mission 1, nous allons être en lien direct avec le public, avec les usagers. Nous agissons pour nos missions sur cette partie 1 en subsidiarité des acteurs du territoire, c'est-à-dire que notre rôle n'est pas d'être effecteur, mais notre rôle est de trouver l'effecteur et de travailler avec lui à la mise en place et le coordonner avec les autres acteurs qui travaillent sur la situation autour du patient. Notre seconde mission, donc l'appui aux professionnels, aux pratiques professionnelles et la coordination territoriale, elle se fait et elle a son lien direct avec la première mission, dans le sens où cette première mission va mettre en évidence les ruptures de parcours sur nos territoires, les ressources et les difficultés de prise en charge. Et au regard de cela, notre rôle d'animateur territorial et d'appui aux pratiques professionnelles va consister à permettre une dynamique partenariale pour mettre en place des projets visant à améliorer l'offre de soins et l'amélioration des parcours de santé, notamment individuels, pour en premier les situations qui nous sont orientées, mais également les situations que vous, professionnels, vous pouvez rencontrer sur le territoire. Voilà, et dans cette mission-là, forcément, dans ce cadre-là, nous avons un rôle de veille territoriale et de partage avec les acteurs d'un diagnostic territorial sur lequel nous penchons actuellement de notre côté, mais que nous avons vraiment ambition de partager avec vous et de faire évoluer avec vous. Peut-être passer, oui. Ouais. Sinon, je peux parler des heures, moi. Non, c'est que c'est un peu long, mais on y est. Alors, chaque DAC est un peu, je l'ai dit, chaque DAC est issu d'entités historiques un peu différentes. Donc, nous sommes aujourd'hui présents conjointement les deux DAC des Bouches-du-Rhône. Donc, je vais parler du mien et après, je laisserai la parole à Carole pour parler du DAC 13 Sud. Donc, le DAC Provence Santé Coordination appartient à un GCSMS, Provence Santé Coordination, il porte le même nom. Il s'étend sur le territoire des Bouches-du-Rhône, hormis le bassin de Marseille, Aubagne-la-Ciotat, le canton de Pertuis et toutes les Alpes de Haute-Provence. Il est joignable de 8h à 18h du lundi au vendredi à un numéro unique que vous avez là sur la slide et que vous aurez donc dans le compte-rendu, et également contactable par mail en fonction de vos besoins. Nous avons également un site. Par ailleurs, j'ai dit le DAC appartient au GCSMS Provence Santé Coordination. Au regard de notre historique, nous portons également dans ce GCSMS le pôle Info Senior Durance-Alpilles qui couvre les 20 communes du nord de notre département dans des missions ciblant les usagers de plus de 60 ans, les proches et les professionnels autour de ces situations-là, dans des rôles d'accueil, d'information et d'orientation de ces publics-là. Et nous portons tout un pôle pour tout le territoire, par contre, un pôle de prévention et d'éducation à la santé où nous
nous assurons, on va dire, la logistique et l'accompagnement des professionnels pour la mise en place de dépistage, d'ateliers de prévention et d'éducation thérapeutique autour de la maladie chronique, des différentes maladies chroniques que sont l'obésité, enfants, adultes, ados, l'asthme, la bronchite chronique, les insuffisances cardiaques et j'en oublie un, le diabète, y compris le diabète gestationnel. Voilà, je laisse la parole à Carole qui va nous parler du DAC 13 Sud et de ses particularités. Voilà, donc nous, bonjour à tous. Donc nous, on a sur les mêmes missions du DAC Provence Santé Coordination, on a les mêmes façons de fonctionner. On a un autre numéro unique, par contre. Chaque DAC de la région PACA a son propre numéro unique, sa propre porte d'entrée. On est joignable du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Sur le diaporama, on vous a mis les villes, parce que Marseille, Aubagne-la-Ciotat, il y a aussi 20 communes autour. Donc, on vous a plus mis le détail des villes dans le diaporama. Je ne vais pas les citer. On a donc issu pareil de l'histoire de la fusion des différentes structures qui ont rejoint le DAC, des pôles d'expertise qui sont détaillés sur le diaporama, donc avec de l'éducation thérapeutique du patient, de l'activité physique adaptée puisque nous sommes aussi labellisés Maison Sport Santé. Nous avons un pôle sortie d'hospitalisation protocolisé, donc fléché hôpital-ville, avec un soutien aux infirmiers libéraux de ville quand il y a des prises en charge complexes à domicile avec des soins spécifiques qui ont besoin d'être étayés par un infirmier coordinateur formé à un diplôme universitaire en lien. Et nous allons porter, alors là pour le coup, qui est beaucoup plus large que notre territoire, la cellule de coordination Covid long, puisqu'on va travailler sur le 13, donc tout le 13, donc Provence Santé Coordination et nous. Le DAC, et donc on va aller jusqu'au 04, 05, 84, et je n'en oublie pas. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc, on va porter ces cellules de coordination. Petite précision du coup, c'est que très ravie d'avoir pu intégrer ce webinaire avec le DAC Provence Santé Coordination et vous faire profiter, vous tous, les partenaires de notre territoire de Marseille, Aubagne-la-Ciotat, de pouvoir assister à ce webinaire. Essayez vraiment de mettre vos noms, prénoms, mail, structure et sur votre petite affichette pour qu'on puisse vous envoyer le diaporama pour que tout le monde puisse recevoir les informations qui vont être données sur cette petite heure qui nous est concernée, enfin voilà, où on doit parler de l'HTU. Et après, appelez-nous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Carole. Voilà. Et merci, Rosine, pour cette présentation. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça, effectivement, qu'on se réunit aujourd'hui, donc pour le dispositif HTU. Alors, HTU, donc, il s'agit de l'hébergement temporaire d'urgence en EHPAD. Donc, HTU, vous allez certainement le voir écrit sur les écrits, notamment, et la communication de l'ARS avec l'appellation -SH, qui veut dire donc en sortie d'hospitalisation. C'est le même dispositif, mais nous, voilà, on a fait le choix aujourd'hui de ne retenir que l'HTU, puisque ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus le parcours du domicile à l'EHPAD. Donc, on parle bien du même dispositif. Hein. Il est pérennisé depuis le 15 décembre 2022, donc c'est assez récent, avec un pilotage, un portage par l'ARS PACA, qui a lancé donc ce dispositif dans un objectif général d'offrir des solutions d'aval pour éviter les passages aux urgences, désaturer les urgences et les hôpitaux, et puis apporter une autre solution en sortie d'hospitalisation. Le gros objectif de ce dispositif, c'est de préparer le retour à domicile. Donc, ça laisse le temps aux professionnels que vous êtes et que nous sommes d'organiser, d'étayer les aides à domicile et de faire en sorte que la personne regagne son domicile dans un cadre sécurisé. Et puis, ça évite, en tout cas, c'est l'objectif, donc d'éviter les hospitalisations et de limiter les réhospitalisations évitables.
En termes de caractéristiques, vous avez déjà dû le lire peut-être justement sur notre bulletin d'invitation, la newsletter. On a effectivement donc précisé la durée de séjour qui passe donc de 15 jours à 30 jours. Donc, c'est 15 jours renouvelables une fois. Donc, grand maximum 30 jours par personne par an. En fait, le contrat peut être signé avec l'EHPAD sur 15 jours, mais dès lors que la personne peut regagner son domicile, à ce moment-là, le contrat prend fin. Et ça reste, il reste quelques jours de plus pour la personne s'il a besoin, se représente sur l'année. Il y a une suppression totale du reste à charge pour l'usager. Et l'ARS demande à ce que l'EHPAD réponde entre donc, le délai de réception du dossier jusqu'à l'admission, la réponse, un délai de maximum 48 heures, ce qui est quand même relativement rapide. Et puis, la nouveauté depuis quelques mois, là, mars-avril, on peut prendre en charge, donc, avec ce dispositif-là, le transport du domicile jusqu'à l'EHPAD et post-HTU de l'EHPAD au domicile. Donc ça, c'est la grande nouveauté qui vraiment pourra nous aider. Concernant les EHPAD qui sont donc partie prenante de ce dispositif, il s'agit d'EHPAD qui sont habilités au minimum à 50% à l'aide sociale ou des EHPAD qui portent un CRT, donc un centre de ressources territoriales, du nouveau dispositif, ou alors un dispositif hors les murs. Donc, ce n'est pas tous les EHPAD qui ont ces caractéristiques-là qui peuvent proposer à ce jour de l'HTU. En revanche, tous ceux qui en proposent ont ces caractéristiques-là. Et donc, ils sont identifiés par l'ARS. Certains ont fait le choix de se retirer du dispositif par manque de place ou parce qu'en plein travaux. Veillez bien à vérifier, peut-être auprès de nous ou de l'ARS, les établissements parties prenantes. Concernant les places, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'accueil au niveau de l'HTU. Il suffit que l'EHPAD soit d'accord pour dédier un certain nombre de places d'HTU en fonction évidemment de sa capacité d'accueil globale et des disponibilités. Donc, on peut aller d'une place HTU à 10 simultanément si l'EHPAD en fait le choix et que les places sont disponibles à l'instant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On en parlera, on les lira en fin de présentation. Alors, concernant les critères, donc plus spécifiquement, comme je vous le dis, c'est un dispositif qui effectivement est adressé à une sortie d'hospitalisation, mais là, on évoque la partie domicile. Donc, il s'agit pour les critères de personnes âgées de plus de 60 ans, dont le maintien à domicile est compromis par une situation, on peut dire, critique. Mais pas au point, en tout cas, de solliciter une hospitalisation. Donc, il faut quand même un état de santé relativement stable. Donc, je disais, l'hébergement n'est pas nécessaire sous 48 heures. Donc, ce n'est pas une solution de réponse. Et puis, il faut que derrière, il y ait vraiment ce projet de retour à domicile sous 15 jours, maximum 30 jours. Si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est que c'est plutôt un hébergement temporaire classique ou permanent ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle situation critique et le fait de rendre le maintien à domicile, le maintien à domicile compromis. Donc, c'est lorsque les aidants, par exemple, sont momentanément disponibles. Une hospitalisation non programmée, une rupture brutale à domicile, une défaillance des aides, ça peut arriver aussi, un décès, évidemment. Et puis, ça peut être un événement soudain, extérieur, du domicile, et qui, évidemment, à l'instant T, impossible le maintien de la personne. Son logement. On pense par exemple à un dégât des eaux. On voulait vous préciser que pour orienter la personne, on a nécessairement besoin du certificat médical. Finalement, comme toute orientation vers un hébergement temporaire en EHPAD, il y a cette nécessité de certificat médical. Je vous ai juste reprécisé 3 points pour bien les avoir en tête, qu'effectivement, ce n'est pas destiné aux personnes qui relèvent de soins aigus de type urgence ou SSR, que ce n'est pas une solution programmée de répit des dents, et qu'effectivement, ce n'est pas non plus un hébergement temporaire gratuit et programmé sous 48 heures. Donc là, j'ai un petit, une différenciation entre les critères HT et les critères HTU, mais ça va peut-être faire un peu de redite si je rentre dans le détail, mais au moins vous avez ce support-là. Si vous souhaitez, à un moment donné, vous avez des hésitations, vous pouvez y revenir.
Voilà, c'est vraiment la durée qui va différer, le caractère payant ou non du séjour, et puis le motif d'orientation qui diffère également. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des critères, de vous donner à voir finalement à quel moment vous allez pouvoir repérer une situation qui va être adaptée à l'HTU, ou voilà, de quelle manière orienter ces personnes-là, ce qui relève de l'HTU. Mais bien sûr, voilà, on vous donne les clés, mais ne vous inquiétez pas, on est là. Vous pouvez aussi nous solliciter si vous trouvez vous-même en difficulté par rapport justement à ces critères, parce que vous suivez le webinaire, mais peut-être que quand ça se présentera, ça sera peut-être pas si clair. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi. Mais en tout cas, voilà le logigramme que vous pouvez suivre dans ces deux situations, dans le cas où le patient est à domicile et dans le cas où le patient est hospitalisé. Là, on se concentre du coup sur la partie de gauche, où le patient donc, est à domicile et où il y a une situation qui se présente comme celle que je viens de décrire. Donc là, c'est vous, professionnels de ville, qui pouvez orienter la situation vers l'EHPAD directement. Là, voilà, vous allez évaluer les critères, etc. Si vous avez un doute, vous nous contactez, aucun souci. Et vous allez constituer le dossier d'orientation auprès de l'EHPAD pour l'admission sous 48 heures. Là où justement on peut rentrer donc en appui auprès de vous, c'est dans toutes ces petites étapes-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec vous, peut-être évaluer la situation plus finement, même si c'est quand même vous qui êtes auprès de la personne. On peut venir en appui voilà, pour réévaluer ensemble la situation au regard des critères et puis évaluer avec vous si réellement c'est un projet HTU ou bien si on vous recommande d'autres solutions alternatives. On peut, avec vous, rechercher les disponibilités. On peut prendre ce temps-là, même si c'est chronophage. On peut voilà, vous appuyer à ce niveau-là. On peut aussi aider à constituer ce fameux dossier SERPA, donc d'orientation. On peut aider à l'organisation du transport, évaluer donc aussi les besoins pour le retour à domicile. C'est là aussi où on a pleinement nos missions en tant que DAC, d'effectivement voilà, faire cette évaluation des besoins et puis rechercher les aides nécessaires pour étayer le domicile. Donc, on va contacter voilà, l'EHPAD, on va se mettre en lien, si besoin, avec le médecin traitant, avec les équipes infirmières à domicile, si besoin, les SIAD, se mettre en contact avec vous, finalement, aussi. Et puis, si besoin aussi du dossier, d'un étayage au niveau du dossier APA, administratif, voilà, on va vraiment faire le tour de la question pour un retour à domicile sécurisé. Si nécessaire, donc là, ça concerne uniquement le DAC Provence Santé Coordination, hein, on peut aussi éventuellement réaliser des visites à domicile en EHPAD pour cette évaluation un petit peu plus fine des besoins qui auraient du coup post-HTU. Et puis, on peut bien sûr suivre la situation une fois que la personne a regagné son domicile. On vous a mis un petit exemple concret du coup d'une situation qu'on a pu accompagner. Donc, c'est un homme de 73 ans qui a une maladie neuroévolutive où le médecin traitant a pu, lors d'une visite à domicile, détecter une situation voilà, d'hébergement là assez urgent. Le motif pour le coup, là, c'était que l'aidante s'est retrouvée épuisée plus et ne pouvait pas assurer à l'instant T les aides qu'elle pouvait assurer jusqu'à présent. Donc, ce monsieur a intégré un EHPAD pendant 30 jours, ce qui nous a permis, en collaboration donc avec son fils et puis les assistantes sociales, de constituer le dossier administratif donc en amont et ensuite de mettre en place les aides à domicile nécessaires, infirmières, à part renforcée et portage de repas. Peut-être pour compléter, quel type d'aide les opérationnels ont déjà eu l'occasion d'apporter. Ça peut être l'accompagnement d'un généraliste sur la mise en place du dossier, en sachant que bon, c'est quand même lui qui sera sur le certificat médical, mais souvent il ne l'a pas, donc c'est lui le transmettre par voie mail, le réceptionner, pouvoir faire transiter jusqu'à l'EHPAD. Ça peut être accompagner les familles aussi dans le dossier purement administratif. Voilà, ça peut être en
aider soit l'EHPAD, soit les professionnels, soit des fois les familles sur les demandes d'aggravation d'APA. Un élément essentiel, parce qu'on l'a vu, c'est aussi, on voit que sur des situations comme ça d'hébergement extérieur du domicile, certains professionnels peuvent quelque part sur des situations qui étaient très lourdes. On va couper les micros, excusez-moi. Je vais juste couper les micros. Non, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est fait, excusez-moi. Oui, je disais oui, il arrive quelquefois sur des situations de personnes comme ça qui quittent le domicile que des professionnels, notamment des fois les cabinets infirmiers pour qui cette prise en charge est lourde, vont se dire que on va profiter malheureusement de cette situation, de cette période d'arrêt pour quelque part dire en sortie comme en sortie d'hospitalisation, ça peut arriver, on ne reprendra pas le patient. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de travailler en amont et pendant tout le séjour HTU avec ce professionnel pour plutôt mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette situation puisse être reprise en sortie d'HTU. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que sinon le maintien à domicile ne pourra pas se faire. J'ai coupé, je suis désolée. Non, t'inquiète, au contraire, pas de souci, justement, ça rend aussi concret ce dispositif-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les attendus de l'ARS par rapport à la préparation du domicile. Donc là, on vous a simplement copié-collé la note de l'ARS. Donc, il précise bien effectivement que la préparation du retour à domicile, mais c'est vrai que c'est important de le redire, elle doit se faire dès l'entrée de l'usager en HTU. Donc, plus vite on est, nous aussi, sollicités pour organiser ce retour à domicile, mieux ce sera, puisqu'on prendra vraiment ce temps-là des 15 jours ou des 30 jours maximum pour tout organiser, exactement comme je l'expliquais à Roselyne. Donc, c'est l'occasion, effectivement. Ce que je vous disais, c'est que là, on vous sollicite plutôt sur le repérage, l'orientation, mais finalement, on va aussi vous solliciter sur la préparation du RAD, du retour à domicile, puisque c'est vers vous qu'on va se tourner, ou vous vers nous, pour organiser tout ça. Donc, se mettre en lien avec le médecin traitant, les CPTS aussi. Je sais qu'il y avait des personnes qui s'étaient inscrites pour suivre le webinaire. On pourra aussi travailler de concert pour que ça se passe au mieux. Et puis, effectivement, aussi les services sociaux, bien sûr, sur la partie augmentation des aides à domicile ou enclencher des aides pour adapter le logement. C'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, l'ARS précise bien que si, au terme du délai maximum de 30 jours, le projet de retour à domicile n'a pas pu aboutir, à ce moment-là, lorsque c'est un patient, donc dans le cas sur lequel on n'insiste pas trop aujourd'hui, c'est-à-dire en sortie d'hospitalisation, eh bien c'est l'hôpital qui réintègre le patient dans son service, le service qui a adressé la personne. Et dans le cas donc où la personne provient du domicile, il peut soit être réorienté dans un hébergement temporaire classique, évidemment pour les structures qui en sont autorisées, ou alors rester en hébergement permanent dans la structure, même si ce n'est pas l'objectif premier. Ça peut être quelque chose qui peut être envisagé si vraiment tout a été mis en œuvre pendant ces 15-30 jours et que ce n'était quand même pas possible. Ou alors, en dernier lieu, être transféré dans une autre structure ou en hébergement temporaire ou en hébergement permanent. Bien sûr, au bout des 30 jours, on ne peut pas renouveler l'HTU. Voilà pour ça. On vous a donné à voir du coup quelques outils pratiques pour que ça soit plus concret pour vous aussi. Donc sur le 13, là c'est la liste des EHPAD qui ont conventionné avec l'ARS pour HTU et qui concerne donc le territoire Bouches-du-Rhône et canton de Pertuis, mais du territoire du DAC, Provence Santé Coordination. Donc là, vous avez donc 17 EHPAD concernés. Et vous avez les villes qui sont en face. On a aussi précisé du coup le secteur, s'il y avait une unité protégée ou non avec un secteur fermé, en fonction des profils que vous pouvez, voir. Là, ce sera logiquement plus simple pour vous. On n'a pas mis la dernière version des places qu'on avait de disponibles parce que ça peut changer au jour le jour, voire à l'heure. Donc, ce n'était pas utile de faire ça.
Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous tourner vers ces EHPAD-là pour connaître leur disponibilité à l'instant T. Là, il s'agit de la liste des EHPAD qui concerne le territoire des Alpes de Haute-Provence, donc toujours sur le territoire de notre DAC. Donc là, cette fois-ci, il y en a 7. Et puis voici les EHPAD qui donc concernent le territoire présenté par Carole Joseph, donc du DAC 13 Sud. Et là aussi, il y en a 7. Alors là, on vous a donné à voir, je ne sais pas si je pourrais cliquer. Logiquement, oui. Ouais. Donc la première affiche, hop, en espérant que ça s'affiche bien de votre côté aussi, vous me direz. Apparemment, non. Si je le fais comme ça. Alors, c'est du direct, hein, faut nous excuser. Voilà. Donc là, c'est l'affiche qu'on a créée, du coup, sur le DAC Provence Santé Coordination et que vous pourrez imprimer, voilà, à garder sous le coude, hein, entre guillemets, mais c'est pour y penser. C'est vraiment la fiche mémo, parce qu'une fois qu'on a, voilà, on est dans nos accompagnements, on pense pas forcément à tous les dispositifs qui existent. Et là, au vu de la période estivale, il nous a paru nécessaire de vous faire une petite affiche mémo récapitulative de tout ce qu'on vient de voir. Comme ceci. Donc ça ressemble un petit peu à voilà, la newsletter qu'on vous a envoyée, mais à minima, là, vous pourrez l'imprimer et les afficher dans vos cabinets libéraux, voilà, dans vos bureaux, où vous voulez. Alors là, c'est donc le CERFA, que vous connaissez sûrement déjà. Donc le CERFA d'admission qui est exactement le même que pour tout hébergement, que ce soit permanent, temporaire, accueil de jour, accueil de nuit, et qui concerne un EHPAD. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le déroulé. Ça fait juste qu'il y a une partie qui est très administrative et une autre qui donc est plus en lien avec un certificat médical. Et puis la toute dernière, qui est donc la fiche de liaison qui a été travaillée au niveau des Alpes-Maritimes, du 04. C'est le bon département. Voilà, qui donne à voir exactement, enfin voilà, je sais peut-être que Isabelle, tu veux compléter sur cette fiche-là pour les partenaires du 04. Oui, donc bonjour pour ceux qui m'avaient pas vu connecter. Donc voilà, pilote du 04. En fait, par rapport à l'HTU, l'ensemble des EHPAD proposant de l'HTU, donc vous avez vu la liste des 7, on a eu un groupe de travail, on a travaillé donc cette fiche de liaison commune aux 7 établissements, du coup, pour que vous puissiez abonder et donner tous les renseignements les plus exhaustifs pour permettre l'évaluation pour l'admission dans les meilleures conditions. Donc, elle a été complétée en adéquation avec tous les critères d'admission et cela permet de proposer et de travailler le meilleur retour à domicile avec ce que vous nous complétez dans cette fiche. Merci. Merci Isabelle. Je voulais aussi compléter peut-être, c'était la petite nouveauté sur la liste des 7 établissements. Donc effectivement, c'est difficile de vous donner des disponibilités puisque vous avez bien compris que ce sont des disponibilités qui changent à toute heure. À savoir que l'établissement de Sisteron, par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées en ayant des demandes d'HTU et ne pas pouvoir forcément répondre aux besoins parce qu'ils avaient un taux d'occupation complet, ils s'orientent vers la possibilité d'avoir un lit dédié à HTU pour être le plus disponible. Donc, à voir. C'était la petite nouveauté. Merci. Merci à toi. Alors, évidemment, je me suis emmêlé les pinceaux entre-temps. C'était... Alors, je reviens, hein, vous inquiétez pas. J'en profite pendant que tu retrouves tes pinceaux. N'hésitez pas à remettre vos adresses mail et vos noms de structure, parce que moi, derrière, je complète le listing. Donc, tous ceux qui n'ont pas sur le chat amendé leur structure et leur adresse mail, allez-y. Merci.
C'est bon. Merci Isabelle. Allez, on passe à la slide juste après, si il n'est pas trop têtu. Voilà. Alors du coup, on va vous donner quelques éléments de bilan, mais ça tient sur cette slide-là. Effectivement, l'ARS a fait état donc au bout de 3 mois d'usage de ce dispositif, un premier bilan. Vous voyez peut-être, alors ça doit être tout petit pour vous, le diagramme. La partie du 13, peut-être qui nous concerne en majorité, mais on a aussi des personnes qui sont connectées au niveau du 04. Vous voyez, en termes d'admission par département, on n'est pas très bon. En tout cas, on n'a pas été très bon sur les 3 premiers mois. Effectivement, le 13 est très en deçà des résultats attendus. Sur 25 EHPAD qui participaient, on a eu 5 EHPAD. Alors, à prendre avec des pincettes, ça c'est vraiment les chiffres qui sont ressortis de par la plateforme dématérialisée. On a su quand même par ailleurs qu'il y a eu d'autres séjours qui ont été enregistrés mais qui n'ont pas été saisis avant la réalisation de ce bilan-là. Donc on n'est peut-être pas si mauvais. Voilà, ça c'était pour nuancer. En tout cas, ça nous a quand même alertés, au moins sur le fait qu'on n'avait pas beaucoup de demandes de la part du domicile, et c'est pourquoi on vous a mobilisé aujourd'hui. Déjà pour vous informer de l'existence de cet HTU et puis effectivement de savoir comment l'activer. Donc globalement sur PACA, l'origine des demandes d'HTU, 39% venaient sur les 3 premiers mois donc du court séjour, et quand même 29% du domicile, donc essentiellement sur le Var et le Vaucluse, et puis 29% à l'identique, donc en provenance des urgences, et seulement 4% en sortie de SSR, le service de soins et de réadaptation. Voilà, donc c'était vraiment ce qu'on voulait vous donner à voir aujourd'hui. Faire en sorte, parce que quand un dispositif comme ça existe, autant l'activer, faire en sorte que les personnes puissent en bénéficier quand elles en ont évidemment besoin, et qu'on puisse vous interpeller, que vous puissiez nous interpeller sur ce dispositif aussi. Peut-être préciser aussi qu'on sait combien un passage aux urgences pour des personnes âgées peut être délétère et entraîner des suites qui sont plutôt versées perte d'autonomie. Donc il est important en effet de repérer que si la rupture est dite entre guillemets sociale, qu'il n'y a pas de points sanitaires, pas de raison à se retrouver en centre hospitalier, si on peut leur éviter ce passage aux urgences, ou de toute façon probablement cette demande d'HTU va être faite pour le coup par les urgences, bon, ça serait vraiment un plus pour nos aînés, je pense. D'autant plus dans la période estivale, là où nous entrons, période que l'on sait va être un peu compliquée pour nos centres hospitaliers. Je voulais préciser aussi que vous pouvez évidemment nous solliciter. On fera en fonction de nos moyens, en fonction de nos possibilités. Évidemment, on n'a pas de baguette magique, on est comme vous finalement. Et puis, voilà, je pense que c'est la collaboration qu'on va pouvoir mener de concert entre le DAC et puis les professionnels que vous êtes. Vous connaissez bien certains des usagers que vous accompagnez. C'est cette collaboration qui fera qu'on arrivera à travailler et à faire des orientations et un parcours de santé efficient. Mais surtout sur la partie complétude du dossier d'admission, où on peut être en difficulté, notamment quand on n'a pas d'aidant à domicile, que la personne est totalement isolée. C'est là qu'on a vraiment besoin de travailler ensemble. Donc je voulais apporter on l'a présenté comme ça, mais c'est pas tout rose non plus. Donc c'est important de se le dire et de pouvoir travailler ensemble à ce niveau-là. Oui, c'est une réelle collaboration parce qu'en effet, on ne va pas, nous, en tant que DAC, avoir la possibilité de se rendre à domicile pour, par exemple, réunir les pièces d'un dossier, les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Donc, on va avoir besoin d'acteurs en proximité. Alors, certes, on va s'appuyer sur certains acteurs avec lesquels on est déjà très en partenariat, les pôles info seniors, certains CCAS qui se déplacent. Mais il est vrai que sur cette période estivale, tout le monde est on va dire, en ressources réduites. Donc, il est important qu'on arrive à faire un petit peu
corps là autour, si je puis dire, et qu'on puisse s'entraider, sachant qu'en effet, nous, DAC, on a peu de moyens à ce niveau-là. Donc, on a réellement besoin de vous dans la proximité. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps sur le il y a chat, eu parce des que questions dans...